Bonjour à Bonjour tous. chacun d'entre vous, heureuse de vous accueillir à la, à ce rendez-vous qui est devenu incontournable. Ah, il y a quelqu'un qui fait un partage d'écran là, non? C'est bon? C'est bon. À ce rendez-vous devenu incontournable des matinales de l'IEAM, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Fabrice Vert. Bonjour Monsieur le Président, heureuse de vous accueillir. Je prends la parole quelques petites minutes en tant que présidente de l'IEAM. Nous avons parmi nous quelques personnes qui sont extérieures à notre association. On n'a pas le temps de faire un tour de table élargi parce que ça prendrait trop de temps, bien sûr, dans le temps imparti pour cette matinale. Mais bienvenue aux personnes qui sont extérieures à notre association et que nous espérons revoir au cours de ces différentes matinales et peut-être à d'autres occasions. Pour introduire le thème, je vais laisser la parole à Marianne Gallo-Laurier, administrateur de l'IEAM, qui a préparé cette matinale avec M. Fabrice Vert. Et je donnerai également la parole plus tard dans la matinale à Jocelyne Canetti, qui est présidente de la commission communication de l'IEAM et qui est également administrateur de l'IEAM. Monsieur Fabrice Vert, Monsieur le Président, vous êtes le chantre de la médiation en France. Voilà plusieurs années que vous tentez de convaincre les personnes rétives à ce mode de règlement amiable des différends. Et nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui pour nous parler de médiation et pour préciser le thème de la médiation. Je vais passer la parole à Marianne Gallo-Laurier. À ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes donc une association de médiation, IEAM, qui regroupe des experts, c'est le E de l'IEAM, des arbitres, c'est le A de IEAM, et des médiateurs. Voilà. Donc, nous avons une vocation importante en matière de médiation à Paris et en France, tant en matière de formation qu'en matière de centralisation des demandes et de désignation de médiateurs, tant sur le plan judiciaire que sur le plan conventionnel. J'en ai fini avec cette petite présentation de l'IEAM et je donne la parole à Marianne Gallo-Laurier qui va introduire le propos de Monsieur Fabrice Vert et je me mets. Alors bonjour Monsieur le Président. Bonjour maître. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Alors vous êtes aujourd'hui, Monsieur le Président, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris. Vous êtes, comme vient de le dire et vient de le rappeler Emmanuel Duparc, une des grandes figures de la médiation, puisque vous vous êtes investi depuis de nombreuses années dans la promotion de ce processus. Vous avez d'ailleurs été le référent médiation de la Cour d'appel de Paris pendant une dizaine d'années et aujourd'hui vous enseignez la médiation dans de nombreux organismes, l'EFB, l'ENM, l'IFOMEN et l'Université de Paris 2. Alors aujourd'hui, dans cette période difficile que nous traversons tous, vous avez mis en place une pratique d'injonction aux parties à rencontrer un médiateur, notamment à vos audiences de référé du tribunal judiciaire. Et c'est sur cette nouvelle pratique que nous serions heureux de vous entendre, que vous nous en expliquiez les motifs, les raisons, que vous nous donniez à votre sens les résultats si on peut en avoir aujourd'hui. Alors vous savez que notre matinale se termine à 9h30, donc nous vous remercions de laisser un peu de temps aux questions éventuelles des participants à l'issue de votre exposé. Et voilà, et c'est dans ces conditions que je vous laisse la parole. Bonjour à vous tous, merci de m'avoir invité à votre matinale. Et ça tombe bien parce qu'actuellement, on avait compté faire des réunions avec des associations de médiation au tribunal, mais en cette période de Covid, c'est un peu difficile d'organiser des réunions en présentiel en espérant que bientôt nous pourrons le faire. Alors, sur la pratique de la médiation actuellement, j'entendais tout à l'heure donc sur France Info Madame la première présidente de la Cour de cassation
Il faisait état de l'engorgement des juridictions civiles, des délais qui ne sont plus raisonnables dans de nombreux domaines. Nous-mêmes à Paris, nous sommes confrontés actuellement à un afflux de dossiers liés à la crise actuelle, mais bon, même avant la crise actuelle, nous étions déjà engorgés. Il faut quand même trouver une nouvelle façon de rendre la justice euh, pour essayer de la rendre efficacement. Alors, il est vrai que la médiation et les modes amiables font partie maintenant de la boîte à outils du juge, comme dit la commission, la CEPEJ, et c'est au juge à utiliser ces modes amiables pour essayer d'apporter une réponse satisfaisante en matière de rendu de la justice. Puisque on sait très bien que depuis que la directive européenne du 21 mai 2013, que la médiation, ce n'est pas de l'accès au droit, c'est de l'accès à la justice. Ça fait partie du rôle du juge de proposer de l'amiable. Alors, comment faire pour le développer de manière efficace? Parce que nous n'avons toujours pas de politique publique nationale en la matière. Comme je rappelle souvent, qu'est-ce que c'est qu'une politique publique? C'est objectif, moyen, évaluation. Sur l'évaluation, les outils statistiques sont toujours très inefficaces et insuffisants pour évaluer ce qui s'est passé. Ça, c'est quand même un vrai problème, qu'on n'ait pas une possibilité d'avoir une photographie à un moment donné de la pratique de la médiation dans les juridictions, une évaluation, c'est-à-dire de savoir ce qui marche pas, ce qui marche moins, pour essayer d'améliorer les choses. Tout ça, nous ne l'avons pas. Et puis, des objectifs, c'est-à-dire que tout le monde sait que la justice maintenant est soumise à la LOLF, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs aux juridictions et on leur donne des moyens en fonction des objectifs fixés. Et sur les objectifs fixés aux juridictions en matière de médiation et conciliation, je ne sais pas où ils sont. Donc, pour l'instant, nous aimerions beaucoup, si on veut vraiment qu'on développe une politique de médiation, de conciliation beaucoup plus importante qu'elle ne l'est, il faudra absolument adopter une politique publique nationale en créant une direction des modes amiables à la chancellerie, par exemple, qui serait un signe très fort. Donc, on attend toujours ça. Néanmoins, comme l'a dit souvent d'ailleurs la première présidente Chantal Arens, essayons quand même de faire avec les moyens qu'on a. Alors, même s'ils ne sont pas idéaux pour l'instant. Alors, quels sont les moyens? Moi, je me suis beaucoup servi à une époque à Créteil et même déjà à la Cour. C'est l'article 56 du Code de procédure civile qui demandait donc d'indiquer dans l'assignation une mention des diligences amiables. Certes, il n'y avait pas une sanction. Alors, il n'y avait pas de sanction. La Cour de cassation n'a jamais statué à savoir si c'était à peine de nullité ou pas. En tout cas, il y avait un article 127 du Code de procédure civile qui disait que si dans l'assignation, il n'y a pas la mention des diligences amiables, le juge peut inviter les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice. Donc, j'ai commencé, ça c'était un décret, je crois, du 11 mars 2015. Donc, j'ai commencé à utiliser cet article. Alors, évidemment, si on se contentait de dire « je vous invite à rencontrer un médiateur ou un conciliateur », bon, bah, autant dire que personne n'y allait. Par contre, ce qui a changé dans la pratique où j'ai un peu innové, c'est de désigner nommément le conciliateur ou le médiateur en indiquant aux parties qu'il fallait le contacter par mail, parce que vu l'état des greffes qu'on a actuellement on est dans un état quand même, il faut bien le dire, de pénurie très importante, hein, avec des retards très importants. Donc, pour éviter le maximum de travail aux greffes, c'est de dire que les parties devaient contacter directement le médiateur ou le conciliateur des réceptions par mail. Et alors évidemment, l'autre problème, c'est si on n'y va pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai consulté des professeurs de droit, notamment la professeure Fricero, pour savoir si on pouvait éventuellement sanctionner la partie qui, sans motif valable, ne se rendrait pas à une invitation du juge. On serait dans un autre pays, ce serait un contempt of court. En France, on sait très bien comment on est considéré. Donc, ce que j'ai fait, c'est la première fois où j'ai délivré une telle invitation où les trois avocats sont venus à l'audience, très agréable et très charmant, mais qui n'y étaient pas allés. Je leur donnais la comparution personnelle des parties. J'ai dit, bon, écoutez, c'est pas bien grave, j'en tiendrai compte sur l'article 700. Je peux vous dire qu'immédiatement, le premier avocat dit, ah non, mais en fait, je peux parfaitement y aller. D'ailleurs, j'ai un pouvoir pour représenter le client. Les deux autres avocats y sont allés. Donc, il a suffi que je dise ça pour que tout le monde défère à mes invitations. Il y a un seul dossier où une partie n'y est pas allée. Et j'ai sanctionné sur l'article 700 en motivant, bien entendu, également sur les dépens. Donc ça a très bien fonctionné, cette invitation à rencontrer un médiateur ou un conciliateur. Alors évidemment, il y a moins d'accords dans ce genre de choses que lorsque les deux parties sont déjà d'accord pour aller en médiation. Il est normal, par exemple, que les chiffres de certains centres de médiation qui font essentiellement de la médiation conventionnelle, où il y a un taux de succès plus important, puisque là, tout le monde est d'accord. Là, c'est une invitation. Vous avez des parties, parfois, qui n'ont absolument pas envie d'y aller, et
les avocats, parce que ça, tous les médiateurs me l'ont dit, l'avocat est absolument essentiel. Si l'avocat n'est pas du tout convaincu ou pour X ou Y motif n'a pas envie d'y aller, la médiation ou la conciliation a très peu de chances de réussir. C'est néanmoins quand même arrivé. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais j'ai eu 2 ou 3 dossiers où les avocats étaient absolument rétifs, où j'ai pas cédé sur l'invitation ou l'injonction. En réalité, j'ai eu un accord parce que je savais très bien que dès lors que les parties seraient en présence, il y avait un intérêt évident pour les deux parties de trouver un accord. C'était en matière de bail, une histoire de bail commercial, et il y a eu un accord que j'ai homologué. Donc, voilà. Donc alors il y a eu ça, ça a assez bien fonctionné. Alors, à Créteil, ce que je faisais, je leur donnais la comparution personnelle des parties. Il est évident que lorsque vous avez les parties et que tout de suite vous les mettez en relation avec le médiateur ou le conciliateur qui venait à l'audience, c'est-à-dire que c'était des permanences à l'audience, bon, ça donnait des résultats. Alors, il m'arrivait également de de faire des invitations à un médiateur hors audience, qui n'était pas celui de permanence à l'audience. Quand il s'agissait de dossiers, par exemple, particulièrement pointus, où, à mon sens, le médiateur qui faisait la permanence n'avait peut-être pas toutes les caractéristiques nécessaires pour répondre de manière efficace à une mesure de médiation. Donc, je désignais un autre médiateur ou un autre conciliateur. Sachant que la différence entre conciliateur et médiateur, je le faisais sur le coût du dossier. Quand les gens n'avaient pas d'argent, c'est un conciliateur. Quand ils avaient de l'argent, c'est un médiateur. Et bon, les médiations à l'audience, quand l'information se faisait à l'audience et que ça se transformait en médiation conventionnelle, les médiateurs prenaient des coûts, souvent en fonction aussi de la nature de l'affaire et de la situation des parties. À Créteil, j'avais quand même beaucoup de parties qui n'avaient pas beaucoup d'argent. J'ai beaucoup utilisé quand même des conciliateurs. J'ai fait du pratique par rapport à ce sujet. Donc ça a donné, je ne sais pas, j'ai envoyé peut-être 30% du contentieux comme ça en invitation. Alors, ce qui a changé, bon, dans les textes, souvent, on fait des textes en la matière que on ne demande pas trop, et puis ce qu'on demande, on ne nous le fait pas en général. Mais il y a quand même une chose qui a beaucoup changé, qui a changé quand même et qui a été très efficace, c'est l'injonction de rencontrer un médiateur. Donc ça, c'est la loi du 23 mars 2019. Et il est vrai que moi, je pensais quand même que benoîtement, entre invitation et injonction, qu'est-ce que ça a changé? Ben si, quand même pour beaucoup d'avocats, quand je délivre une injonction, c'est plus fort que l'invitation. Donc, actuellement, donc, je me sers essentiellement plutôt de l'injonction. Alors, il faut savoir que l'article 127 a été modifié. Je ne sais pas si vous avez lu le dernier décret là, de novembre 2020, puisque l'article 2020, oui, puisque l'article 56 qui indiquait qu'il faut indiquer dans l'assignation une mention relativement aux diligences amiables, a été modifié, bien qu'il soit encore en application aux procédures écrites civiles, mais il n'est plus en application en référé. Mais ils ont changé donc cet article 127 qui sanctionnait entre guillemets l'absence de diligence amiable, ils l'ont modifié et maintenant cet article 127 du Code de procédure civile, dans sa dernière rédaction applicable à partir qui est déjà applicable du 1er janvier 2021, dit que le juge peut proposer aux parties, peut inviter les parties à rencontrer un médiateur ou un conciliateur de justice. Bon, même si les textes le permettaient avant, mais là, c'est encore précisé de manière claire. Donc, il y a deux possibilités pour le juge. Soit il propose, alors d'ailleurs, j'utilise les trois. Quand je suis certain que l'affaire mérite une mesure de médiation, bon, que les parties n'ont pas envie de dire oui à l'audience, je délivre une injonction. Parfois, il y a des affaires, je pense que ça peut s'y prêter, mais j'en suis pas convaincu 100%. Donc là, je fais une proposition ou une invitation. Malheureusement, quand je fais une proposition, je l'ai constaté à nombre, on ne me répond même pas. Alors, à l'audience, l'avocat se fait quand même en disant que c'est quand même un manque de respect à mon égard. J'ai bien compris que dans beaucoup de cas, ce n'est pas transmis au client. Je constate. Donc, j'ai tendance, à ce cas-là, je mets une injonction parce que ça va bien. Mais la proposition, je le fais quand je ne suis pas certain, puisque bien souvent, moi, j'ai la juridicisation d'un conflit, j'ai une assignation, une problématique juridique, et bien, dans beaucoup de cas, ce qui se passe derrière, c'est complètement autre chose. Et je ne peux pas le savoir en lisant l'assignation et les conclusions des parties. Alors, je veille toujours quand même à lire les assignations, à connaître mes dossiers avant l'audience. Je le fais même maintenant en requête, d'ailleurs. Quand j'autorise une assignation de Raher ou des choses comme ça, il m'arrive maintenant carrément à ce stade-là d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur quand je pense que l'affaire s'y prête. Et il faut être très souple. C'est-à-dire que la médiation, par exemple, j'ai eu une affaire il n'y a pas longtemps très urgente à l'audience, une histoire
conflit entre une société, des gens qui avaient créé des jeunes, des startups, mais qui marchaient très bien. Il y avait un site en Espagne qui était complètement bloqué. On ne pouvait plus rien vendre en Espagne. Donc là, c'était très urgent. Ils sont venus à l'audience. Je ne leur donne plus une comparution personnelle, mais ils sont venus à l'audience. J'avais 2 médiateurs d'ailleurs ce jour-là. Donc, j'ai délivré une injonction. Bon, il y a une avocate qui elle venait pas pour ça, elle venait pour plaider. Bon, j'ai bien vu à sa tête qu'elle était surprise, mais elle y est allée. Et immédiatement après, quand ils en sont sortis, ils m'ont dit bah, on est d'accord pour entrer en médiation, mais vu que c'était très urgent, on veut un renvoi court. Donc, vu que j'étais de vacation à Noël, j'ai renvoyé à 8 jours. C'est-à-dire que la médiation, pour que ça marche, il faut aussi beaucoup de souplesse et de liberté. Il ne faut pas trop le rigidifier, ce qui est la tendance quand même actuelle du législateur français, de nous mettre des carcans partout. Donc ça, c'est quand même un des dangers de la médiation. Il faut que ça reste souple et en liberté. Donc à Paris, ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on a beaucoup de médiateurs à l'audience. La plupart de mes collègues ont ça maintenant, au droit commun. Mais en expertise, je délivre des injonctions quand même de rencontrer des médiateurs parce que ça peut s'y prêter, mais je n'ai pas un médiateur à l'audience. Donc, on n'a pas repris l'organisation d'avant de Paris où c'était une audience spéciale médiation où il n'y a qu'un juge qui faisait ça parce que c'est tous les juges qui doivent le faire. Hein, il n'y a pas de raison que ça reste à un juge. Alors, sur la tenue des permanences, c'est ouvert à tout le monde. Alors là, on n'a pas eu le temps de réunir les associations, mais si des associations veulent nous adresser une liste en disant voilà quels sont les médiateurs qui sont prêts à faire des audiences, à tenir une audience d'information, médiation aux audiences, vous pouvez le faire. Hein. Toutes les associations peuvent nous adresser une liste parce que c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'il y a le problème de la libre concurrence. On ne peut pas réserver à quelques associations ou à quelques personnes les permanences. Il faut que ce soit ouvert absolument à tout le monde. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Après, on choisit. C'est comme pour la liste des experts. Il y a une liste d'experts et après, les juges choisissent. Donc, c'est un peu le principe. Alors, la première réunion est gratuite. C'est-à-dire que l'injonction de rencontrer un médiateur, c'est la première réunion est gratuite. Si les parties acceptent d'entrer en médiation, là, ça se transforme essentiellement en médiation conventionnelle pour des raisons purement pratiques, parce que bien souvent, en réalité, l'injonction pour que ça marche, il ne faut pas que ce soit une injonction donnant une information générale, hein, en réunissant 15 parties, en leur disant la médiation, c'est merveilleux, c'est formidable, etc. Non, ce qui marche, c'est par rapport au dossier. D'abord, écouter les gens. La première chose, c'est les écouter, et puis regarder un peu ce qui se passe dans cette affaire et savoir si cette affaire se prête ou pas à un mode amiable. Si les parties sont convaincues que ça s'y prête dès la première réunion, bien souvent, en réalité, ils veulent commencer tout de suite. Hein, je l'ai vu en pratique. Donc, ça se transforme en médiation conventionnelle. Rien n'interdit, d'ailleurs, il y a un texte qui en parle, qu'il y ait une médiation conventionnelle au cours d'une procédure judiciaire. Le juge n'est pas dessaisi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une médiation conventionnelle qui est engagée au cours de l'instance, mais l'instance, elle n'est pas terminée. Donc, elle continue et c'est comme ça essentiellement que les choses se passent actuellement. Il y a très peu de médiation judiciaire, de judiciaire, sauf quand les parties le souhaitent. Ça peut arriver que dans certains cas, les parties souhaitent que le juge ordonne la médiation ou un médiateur. Ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais la plupart du temps, ça se transforme en médiation conventionnelle. Donc là, je souhaite que les alors là, je n'interviens plus dans le processus de médiation conventionnelle, je n'ai plus à intervenir. Hein. Néanmoins, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une convention quand même claire et nette qui soit conclue dès le départ avec les parties quand il s'agit d'une médiation conventionnelle, notamment pour fixer éventuellement les honoraires, comment ça va se passer, la durée, etc. Donc, qui ressemble aux conventions de médiation conventionnelle. Hein, voilà. Mais ça, voilà. Alors, pour que ça se développe vraiment, sur le choix du médiateur, donc, c'est ouvert à tout le monde. Moi, j'ai pris des fois des médiateurs qui sont venus, par exemple, j'ai eu une fois une avocate qui est venue à mon audience, qui m'a envoyé un mot en disant que c'était formidable ce que je faisais, qu'elle était aussi médiatrice et qu'elle aurait aimé souhaiter venir faire une permanence. Elle est venue faire une permanence, donc c'est ouvert à tout le monde. Sous réserve, évidemment, quand même d'avoir une formation et tout le monde, sous réserve d'avoir la qualification et pouvoir le faire. Ensuite, voilà. Alors, pour que ça se développe vraiment, alors il y a toute une intendance, mais l'intendance est assez légère parce que soit c'est le médiateur qui est à l'audience, qui reçoit l'injonction, c'est-à-dire que en fait, ça se passe, on utilise le temps mort de procédure. Souvent en référé, dans les affaires qui méritent un peu la médiation, il y a souvent une demande de renvoi.
Donc, je renvoie l'affaire, le médiateur est là, je dis aux parties, bon, ben, pour la prochaine fois, je vous délivre une injonction de rencontrer un médiateur. Donc, tout de suite, vous prenez rendez-vous avec le médiateur et vous devrez avoir vu le médiateur pour la prochaine audience. Ça marche très bien. Quand il n'y a pas de médiateur à l'audience, j'ai des collègues qui ont créé une ordonnance de rencontrer un médiateur, c'est-à-dire ils délivrent carrément à l'audience, ils ont préparé un modèle et ils donnent tout de suite à l'audience une ordonnance en enjoignant les parties de rencontrer un médiateur, en désignant le nom du médiateur, et on renvoie l'affaire pour que ça fasse le moins de travail possible au greffe, qui est complètement débordé. On a du retard actuellement, etc. Donc, il ne faut pas que la médiation, si on en ordonne beaucoup, nous crée des problèmes au niveau du greffe. Autrement, il n'y en aura pas. Alors, ensuite, sur le choix des médiateurs, alors c'est vrai qu'à Paris, bon, il y a les audiences classiques, bon, il y a les médiateurs pour tout ce qui est baux commerciaux, copropriété, qui est quand même la grosse masse des audiences de droit commun. Bon, bah, tout médiateur, beaucoup de médiateurs peuvent le faire. Par contre, on a de temps en temps des affaires très particulières à Paris, notamment par rapport à Créteil. Bon, à Créteil, j'avais les contentieux les conflits sociaux qui étaient très particuliers. Bon, ici, au PUC, on n'a pas les conflits sociaux, c'est au pôle social, mais on a des affaires très particulières quand même, en la forme des référés. Donc là, le choix du médiateur, donc on a besoin peut-être des associations de nous indiquer justement, j'aimerais bien que chaque association qui veut travailler avec nous, que j'ai un référent pour, dans une affaire très particulière, de connaître le profil. Hein. Parfois, il faut que les gens parlent anglais, soient compétents, je dis n'importe quoi, dans le numérique, on a des affaires quand même où parfois il faut quand même… Alors, je propose aux avocats, c'est-à-dire que j'ai remarqué dans ces très grosses affaires que la confiance est essentielle, et quand des avocats ont confiance, et surtout les avocats quand même qui sont quand même beaucoup très importants dans ces affaires, quand il y a une confiance dans le médiateur par les avocats, ça s'enclenche beaucoup mieux. Donc, j'ai pour habitude de proposer maintenant, dans des affaires un peu sensibles à l'audience, des noms de médiateurs, hein, voilà, ou de savoir quelles compétences ils souhaitent ou quel profil de médiateur ils souhaitent. Donc ça, les associations pourraient nous être utiles pour nous donner parfois dans certains domaines les profils de leurs adhérents qui correspondraient au dossier en question. Voilà, par exemple, là, je pense par exemple, en cabinet, j'ai un préjudice d'exploitation en matière de bail commercial. Donc, bon, quelqu'un qui se connaisse un peu dans les assurances, dans ce genre de contentieux, qui, en plus, avec le Covid, en plus, on a beaucoup actuellement de nouvelles problématiques. Avec tout ce qui est numérique, j'ai beaucoup de problématiques avec les plateformes numériques, avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai beaucoup de dossiers à enjeu là-dedans, où j'ai ordonné de nombreuses médiations dans ce genre de dossier, mais qui posent d'ailleurs même sur est-ce qu'on doit proposer une médiation dans il y a des domaines qui sont un peu innovants et où on se pose des questions. Et donc là, d'avoir des profils de médiateurs qui connaissent bien ce genre de domaine, ça nous intéresse. Voilà. Après, bon… voilà à peu près comment ça se passe, la médiation, sachant que si on veut… Alors, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'à la Cour d'appel, en 2009, on avait fait une convention avec le Forum des droits sur Internet. On avait été la première médiation judiciaire, je crois même au monde, en numérique. Ça avait été remarqué par le Bureau commercial des Nations Unies. Et quand le forum a été supprimé, cette expérience a été mise à terre. Donc, je suis là, les premiers présidents d'ailleurs de la Cour d'appel étaient quand même très déçus qu'on ait abandonné cette expérience. Donc, il faut absolument qu'il y ait une véritable volonté politique pour développer la médiation dans le domaine judiciaire. Hein, on l'attend toujours, hein, cette véritable volonté. Il ne suffit pas de dire qu'il faut le développer. À un moment donné, il faut se mettre les mains dans les cambouis. Alors, il faut aussi contacter ceux qui connaissent le terrain, c'est-à-dire que bon, il faut éviter que des choses nous tombent de manière complètement technocratique, ce qui souvent arrive en nous mettant souvent en difficulté. Il est aussi intéressant de voir comment ça se passe sur le terrain et de tirer des expériences de terrain les acquis. C'est-à-dire voir, il y a des choses sûrement qui ne marchent pas. Je ne prétends pas du tout que les expériences qu'on mène, elles soient parfaites, hein, mais il faudrait effectivement qu'il y ait une vraie évaluation là-dessus, en regardant sur le terrain ce qui se passe. Voilà. Mais bon, ça, c'est un peu un problème de gouvernance qui existe malheureusement dans d'autres domaines
dans ce pays. Hein, on fait des lois, soi-disant à chaque fois il y a une réforme de l'État, on fera moins de lois et on en fait toujours plus. Et sur les expériences de terrain qu'on devrait prendre en considération, on est bien souvent ignoré, il faut bien le dire. Hein. On met souvent dans des commissions des personnes qui connaissent peut-être théoriquement, mais qui ne savent pas de manière pratique comment ça se passe. Donc ça, c'est un peu notre problématique. Alors on espère à chaque fois qu'on a un nouveau garde des Sceaux qui aura enfin cette politique publique annoncée. On a toujours des espoirs. La vie est faite d'espoir. On ne sait jamais, on aura peut-être une bonne surprise un jour. Et je pense que pour le développer de manière significative, puisqu'on est absolument engorgé, moi ce que je trouve actuellement, ce qui est un problème pour les juges, c'est qu'on traite un peu toutes les affaires de la même façon. Il y a certaines affaires où il y a un véritable problème de droit, où il y a un véritable travail de recherche, d'études à faire pour le juge, mais il y a tout un tas d'affaires. Je parle de ces audiences expertises, de ces référés préventifs qui nous submergent, hein, où il n'y a aucune problématique. Il suffirait de modifier quelques textes de loi pour améliorer les choses. Par exemple, je pense que l'acte d'avocat en matière d'expertise ne marche pas du tout. Il y en a très peu. Mais j'ai compris un peu pourquoi. Parce que si vous avez deux parties qui se mettent d'accord pour ordonner une mesure d'expertise, désigner un expert, ça a une valeur d'expertise judiciaire, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est si elles veulent mettre en cause leur assureur, qui ne veut pas y aller de manière spontanée. Il faudrait permettre, j'en ai souvent parlé, notamment avec la professeure Fricero, pourquoi ne pas prendre une disposition législative qui permettrait cette fois à la partie de saisir le juge pour rendre commune ces opérations d'expertise amiables à cet assureur, par exemple. Ça nous désengorgerait énormément. Bon, les référés préventifs, non mais qu'est-ce que ça vient faire devant un tribunal? D'ailleurs, sur 145, le motif est limite. Hein. Il y a des tribunaux qui ne les acceptent pas. Mais enfin, ça donne énormément de travail au greffe parce qu'il y a énormément de parties. Bon, je ne dis pas que le référé préventif est inutile, mais qu'il y a un autre système où, si ça devenir judiciaire, qu'on mette un tampon ou je ne sais pas quoi, mais tout ça nous engorge des audiences et ne permet pas peut-être de passer le temps suffisant qu'il faudrait. Et puis surtout, ça entraîne du retard. Là, actuellement, je ne vais pas vous dire dans certains domaines, on a 400 sursis à statuer dans un certain contentieux qui est très problématique. Quand ces affaires vont nous revenir, je ne sais pas comment on va faire face. Hein. Donc, il faudrait… Et puis, je pense que l'autre réforme importante serait sanctionner la partie qui, de manière déraisonnable, refuse un accord. Je pense, par exemple, quand la garantie de l'assureur est évidente, quand une responsabilité est évidente, eh bien, il devrait proposer rentrer en accord. Et si une partie refuse de manière déraisonnable, manifestement déraisonnable, de rentrer dans une proposition, eh bien, qu'elle soit sanctionnée sur les frais comme ça, c'est le système de l'adverse cost order en Angleterre. Hein, voilà. Donc ça, à mon avis, c'est une réforme à faire, de sanctionner la partie qui, de manière déraisonnable, sur les frais de justice, qui refuserait d'aller en accord. Parce qu'autrement, là, ça continue. Moi, je vois mes audiences parisiennes. Alors, j'étais à Paris il y a 25 ans. La situation est dégradée. Hein, est dégradée actuellement par rapport à ce que j'ai connu à 25 ans, compte tenu de l'afflux des contentieux. Et en cette période de Covid, en cette période difficile, où les beaux commerciaux, je peux vous dire que là, les contentieux arrivent à pleine foulée. Donc, il faudrait trouver absolument une solution amiable qui satisfasse tout le monde. L'amiable, ce n'est pas uniquement pour désengorger les juridictions, mais si ça peut désengorger les juridictions, après tout, je ne vois pas le problème. Au contraire, ça permettra de rendre des dossiers, dans d'autres affaires, des dossiers plus vite et de s'y atteler de manière peut-être plus approfondie. Je pense qu'il y a une vraie réforme de la justice civile à faire, qui est réclamé depuis des années par des gens beaucoup mieux placés que moi pour le dire, comme la première présidente Chantal Arens. Bon, pour l'instant, sur le civil, elle l'a dit ce matin, c'était très intéressant à son interview, ça n'intéresse pas grand monde. Hein. Ça, le pénal, les petites infractions, bon, c'est très important, mais la justice civile qui concerne quand même des millions de gens, c'est aussi très important. Et ça, ce n'est pas un sujet qui passionne les foules, malheureusement. Et la médiation et la conciliation aussi. Alors, pour que ça s'améliore aussi, je pense qu'il faudrait, sur la déontologie du médiateur et la formation des médiateurs, évidemment, qu'il y ait aussi quelque chose. Alors, je ne suis pas pour une réglementation trop stricte, mais qu'il y ait quand même peut-être plus de garanties sur notamment le respect de la déontologie par le médiateur, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien à part la responsabilité civile, il n'y a pas, donc là, il y a un peut-être sujet, mais bon, les associations de médiateurs ont beaucoup réfléchi sur ces questions et ont formé des propositions au pouvoir public. Hein. Donc, il faudrait créer une grande commission de la médiation nationale pour faire toutes ces propositions. Bon, parce qu'il y en a qui ont été faites par de nombreuses associations, de nombreux forums, qui savent très bien ce qu'il faudrait faire en la matière.
Voilà à peu près, grosso modo, l'état actuel. Alors, sachant quand même, sur le point positif, c'est qu'il y a quand même plus en plus d'avocats qui sont formés. Donc, je vois, alors, j'ai encore eu, il n'y a pas très longtemps, un avocat, deux avocats, bon, ça ne s'est pas très bien passé, qui m'ont dit que je ne voulais pas rendre la justice en proposant une mesure de médiation. Bon, ils sont finis par me faire des plates excuses parce que ce serait fini devant le bâtonnier. Mais il est vrai que je les avais surpris. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas surprendre l'avocat quand il vient à l'audience. Maintenant, dans les grosses affaires, je les préviens avant. Et quand je préviens avant, ça se passe, bon, même s'il y en a plein qui ne sont pas encore d'accord, il y a encore beaucoup d'avocats qui sont très hostiles à la médiation par principe, hein, je le ressens, mais il y a une évolution quand même, c'est-à-dire, et même dans les juges, parce qu'il y avait beaucoup de juges, je parle des avocats, mais il y a beaucoup de juges qui, la médiation, qui regardaient ça de manière encore avec condescendance ou hostile, hein, par principe. Hein. Il y en a encore quelques-uns d'ailleurs. Mais il y a quand même une évolution d'avocats qui sont médiateurs, qui maintenant, d'ailleurs, j'ai des propositions de médiation formées, même j'ai eu il n'y a pas longtemps, la seule demande, c'était une proposition de désigner un médiateur. Bon, il y avait une convention, certes, mais j'ai eu des fois des demandes où la première demande, c'est désigner un médiateur, du demandeur, hein, des défendeurs aussi. Donc, il y a une évolution quand même, je trouve. Et des collègues aussi. Par exemple, là, j'étais très surpris au référé à Paris. Alors là, tous les collègues là s'y mettent. Alors, il y en a qui ne connaissent pas trop, mais ils sont prêts à s'y. Il n'y a pas de. Bon, déjà à Créteil, mes collègues à Créteil étaient déjà. Il y a une évolution quand même, mais bon, qui est quand même encore à la marge. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire aussi une formation. Il faudrait que les juges et les avocats soient extrêmement bien formés sur ces sujets à l'ENM et à l'EFB. Il y a des améliorations de ce côté-là, mais à mon avis, qui sont encore insuffisants. Voilà à peu près le tableau. Maintenant, je peux répondre à vos questions si vous souhaitez.